Bonsoir à tous. Je m'appelle toujours Sylvain. Ce soir, je suis avec Jérémy pour vous parler de pompes à chaleur et machines thermodynamiques, toujours dans le cadre de notre cycle Les confs à la maison. Donc, on a d'abord traité l'enveloppe, l'isolation, on a traité les systèmes de chauffage, on a fait un focus sur le chauffage au bois, on a fait un focus sur le solaire, on a fait un focus sur les matériaux biosourcés, on a parlé économie d'énergie, économie d'eau. Et ce soir, donc, une soirée spécifique sur les pompes à chaleur. Donc, on est ensemble pour à peu près 1 heure. Et toujours dans le cadre de l'espace info-énergie du réseau FER, donc, qui est un réseau co-animé par 2 structures sur le département du Rhône, donc l'ALEC Lyon, dont on fait partie tous les deux, et les collègues de l'ALTE du Rhône qui s'occupent du reste du département. Donc, financé par l'ADEME et les collectivités locales, notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis surtout pour ce qui est l'ALEC, la métropole de Lyon, qui est notre principal financeur. Au niveau des consignes, c'est pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, c'est les mêmes que d'habitude. Donc, on vous demande de couper les micros et les caméras pour plus de fluidité. Les questions sont à poser sur le chat. Donc, vous avez un onglet en bas de la fenêtre Zoom qui peut s'appeler discussion ou converser. C'est là-dessus que vous pouvez poser vos questions. On aura 3 temps de questions-réponses puisqu'il y a 3 grandes parties. Donc, on ne pourra pas faire des temps de questions-réponses trop longs. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à l'avance au fur et à mesure qu'elles vous viennent en tête. Et puis, comme chaque édition, on enregistre la session et elle sera disponible dans les prochains jours sur la chaîne YouTube de l'Espace Info Énergie Rhône Métropole de Lyon. Et donc, vous pourrez réécouter tout ça. Donc, la suivante. Alors, nous allons donc faire une petite présentation du service Espace Info Énergie. Puis, Jérémy nous parlera des principes thermodynamiques, avec notamment les notions de base. On aura un temps de questions-réponses, on présentera les différents systèmes, un autre temps de questions-réponses, et on parlera des enjeux, avec un 3e temps de questions-réponses, et on fera la conclusion d'ici à peu près 1 heure. Pour ce qui est de qui sommes-nous, donc le réseau FER mis en place par l'ADEME au niveau national regroupe plus de 250 espaces info-énergie en France. C'est un service et c'est le seul service qui est gratuit, neutre et indépendant des fournisseurs d'énergie et de matériaux. Donc, pour la plupart, nos structures sont associatives, on n'a rien à vendre, on est juste là pour mettre de l'huile dans les rouages, pour vous aider dans vos travaux, dans vos projets, que ce soit de rénovation énergétique, que ce soit de recours aux énergies renouvelables, etc., etc., que ce soit sur les aides financières, on est vraiment là à votre service. Et en termes de répartition géographique, donc l'ALEC gère le Grand Lyon, donc le territoire en gris, plutôt sur la partie donc sud-est de la carte. Et les collègues de l'ALTE 69 gèrent le reste du Rhône, avec notamment certaines permanences décentralisées sur certaines communautés de communes. Et en fait, on a un numéro commun, donc on a pour l'instant une entrée commune. Il suffit de taper 1 ou 2 selon que vous êtes du Grand Lyon ou du reste de la métropole. Donc voilà, avant tout projet, n'hésitez pas à nous contacter. Ça vous permettra sans doute de gagner pas mal de temps et sans doute de l'argent. Et donc, Jérémy va commencer par nous faire un petit rappel de qu'est-ce qu'on entend par rénovation performante avant de basculer sur les pompes à chaleur. Bonsoir à tous. Du coup, donc, dans le cadre de notre mission, nous sommes les promoteurs d'une solution en fait qui envisage de faire une rénovation dite performante ou autrement appelée rénovation globale, c'est-à-dire qu'on va essayer de traiter l'intégralité des postes de rénovation d'un logement pour arriver en fait à une performance optimale, que ce soit au niveau de l'enveloppe et du confort ressenti, mais également de l'usage des systèmes et de la consommation énergétique associée. Donc on voit que sur le haut du schéma, l'idée c'est de faire par étapes. Donc on se rend compte que la performance, certes, va monter, va être meilleure, mais pour autant, elle ne va pas atteindre, excusez-moi, un niveau de performance optimale.
Par contre, de réaliser l'ensemble des travaux de façon concertée et coordonnée avec l'ensemble des artisans, ça permet d'optimiser l'étanchéité à l'air, d'optimiser les coûts travaux, de réduire l'impact des ponts thermiques, de bien dimensionner son système de chauffage. Tout cela pour arriver à une consommation énergétique idéale en catégorie A ou B sur l'étiquette DPE par exemple, qui est un bon indicateur comment dire, de l'état thermique de votre logement. Donc là, ce soir, nous allons nous atteler à parler de la pompe à chaleur, qui est un système qui aujourd'hui a beaucoup d'intérêt et beaucoup d'interrogations en même temps. C'est un système qui est souvent comment dire, questionné aujourd'hui au niveau de l'espace info-énergie. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par le principe de la thermodynamique, puisque la pompe à chaleur, en fait, repose sur un principe assez simple, qui est donc la thermodynamique. Donc, quand on parle en fait de pompe à chaleur, on parle d'un système en fait qui fonctionne sur le principe thermodynamique, c'est-à-dire qu'il va capter donc les calories de chaleur dans différentes sources, que ce soit l'air, l'eau ou le sol. Par le moyen d'une énergie électrique, un compresseur va s'activer pour justement mettre en tension, en pression un fluide frigorigène qui va être porté à ébullition, qui va ensuite passer dans un condenseur pour tout simplement restituer ces calories de chaleur par des systèmes, soit des aérothermes, soit des radiateurs à eau, donc les circuits de chauffage. Et ensuite, cette vapeur va être détendue de façon à ce que le cycle recommence. Pour que vous ayez eu un petit premier ordre d'idée, la première machine thermodynamique que vous avez tous connue ici, c'était votre frigo, puisque c'est un système qui refroidit l'air intérieur de votre appareil de façon à maintenir une température basse conservation qui permet de accessoirement éviter d'avoir des maladies en consommant ces aliments. Du coup, pour rentrer un petit peu plus dans le détail et au niveau technique, donc quand on va parler de sources de récupération de calories, on va parler de sources froides, hein. C'est vraiment l'endroit où vous allez capter donc les calories de chaleur qui vont être intégrées du coup dans le système. C'est un fluide frigorigène en fait qui va capter ces calories à la source froide. On va porter, du coup, via un compresseur qui fonctionne à l'énergie électrique, ce fluide frigorigène à ébullition à basse température. Donc, généralement, c'est des fluides qui rentrent en ébullition, c'est-à-dire qui s'évaporent à, entre, -5 et 0 degré à peu près. Donc, ce qui fait que justement le principe est intéressant. La vapeur ainsi, émise va passer dans un condenseur, de façon à ce que ces calories de chaleur et cette, source, de calories puissent, passer donc dans le condenseur et donc, ensuite être captées par, l'émetteur, donc, le radiateur, l'aérotherme, le plancher chauffant. Et ensuite, du coup, cette vapeur va être donc détendue de façon à ce que on puisse laisser s'échapper, l'air froid, puisque du coup, on a réussi à, capter les moindres calories de chaleur. Donc la source chaude est vraiment, le circuit d'émission et la source froide, le circuit de captage. L'idée de ce principe et de ce fonctionnement, c'est que, on puisse restituer plus de chaleur que ce qu'on a consommé pour générer, justement ce principe. Donc, généralement, le COP, pour un COP de 3, enfin, c'est-à-dire une performance de 3, on va avoir 1 kWh d'électricité consommée pour 3 kWh d'énergie, de chaleur restituée. Donc, au niveau du principe thermodynamique, le facteur du coup, qui influence, le coefficient de performance. Donc le coefficient de performance est vraiment, ce qui permet de mesurer en fait, la, performance du matériel. Donc, ces principes thermodynamiques, ils ont été édictés, en 1824 par un Français qui s'appelle, Sadi Carnot, et du coup qui a calculé en fait le COP théorique. Donc le COP théorique, vous le voyez la formule, température de la source chaude, donc la température d'émission de chaleur, sur, la température de la source chaude moins la température de la source froide. Ce qui permet de définir le COP théorique.
On va faire un petit exemple derrière pour que vous compreniez bien. Donc après, là, on parle vraiment de COP théorique. Donc c'est vraiment un COP pour le principe thermodynamique. Quand on parle de COP pour les pompes à chaleur, on va plus parler de SCOP ou de COP normatif, qui en fait correspond à un COP annuel et d'efficacité énergétique saisonnière, pardon. Donc ça correspond en fait au scope rapporté à l'énergie primaire. Donc c'est également l'indice qu'on peut retrouver, sur des devis, par exemple, d'artisans, qu'on appelle l'ETAS. Donc l'ETAS, en fait, c'est plus le, coefficient de performance saisonnier, mais qui a été uniformisé au niveau européen. Donc voilà, ces facteurs en fait de performance, le COP théorique, c'est vraiment le principe de base et en fait les autres COP, donc le SCOP et les TAS qui sont, similaires, on est vraiment sur quelque chose où, c'est des facteurs qui vont être influencés par l'hygrométrie, la température, le type de consommation d'énergie ou, le système. Donc qui se rapproche plus également de la réalité, on va dire, du système mis en place. Donc, un premier exemple, effectivement, on est sur une pompe à chaleur RO avec des émetteurs haute température. Donc, qui dit haute température, dit environ 70 degrés de température de l'eau dans les radiateurs. Donc, le COP théorique, avec une température des radiateurs à 70 degrés et une température, extérieure, donc de la source froide à 7 degrés, on est, du coup sur un COP théorique de 5. Encore une fois, on parle de théorie. Puisqu'il n'y a pas justement tous les facteurs pénalisant, ce COP. C'est-à-dire, la consommation d'électricité, le taux d'humidité à l'extérieur, les variations de température qui peuvent être également, justement des facteurs influençants. L'idée, c'était de vous montrer le principe que le COP théorique, il peut être très intéressant et que c'est la même, chose pour, toutes les pompes à chaleur et tous les principes, thermodynamiques. C'est que plus la température l'écart de température en fait entre la source chaude et la source froide est important, plus le COP, c'est-à-dire la performance du système, va être dégradé. Là, on est sur un deuxième exemple où on est sur le même système, pompe à chaleur RO avec, des émetteurs basse température dans un, logement rénové, par exemple, avec un plancher chauffant, donc qui, lui, a une température d'émission d'environ 35 degrés. La température de la source de froide, donc l'air extérieur, est toujours à 7 degrés. Et là, cette fois, on est sur un COP théorique qui serait de 11. C'est-à-dire vraiment une performance quasi doublée par rapport à l'exemple précédent. Donc ça montre qu'effectivement, la température de la source chaude, plus elle est basse, meilleur sera le rendement. Pour vous parler un petit peu des tasses, et pour, commencer à rentrer un petit peu dans le concret, parce que là, on est vraiment sur des notions très théoriques. La pompe à chaleur, donc aérothermique, par exemple RO, on va définir, voilà, des coefficients donc ETAS, donc c'est-à-dire des coefficients d'efficacité énergétique saisonnière. Et ça varie, justement la performance va varier en fonction de si vous êtes en basse température ou en moyenne ou haute température. Donc vous voyez le pourcentage de rendement, qu'effectivement, en fait, il s'agit sur une année donnée, avec des températures moyennes standardisées, du rapport entre la production de chauffage et la consommation d'énergie requise pour la satisfaire. Donc ça donne, une estimation de l'efficacité du système de chauffage à l'année. Donc pour vous donner un exemple parlant, un ETAS de 100, ça correspond en gros à un chauffage à résistance électrique. Donc le fameux, grille-pain ou radiateur à fluide caloporteur, qui ont un ETAS en fait de 100. Donc ces, coefficients sont très importants puisque c'est eux qui permettent de déterminer, par exemple, quelles sont les aides financières, selon, le système, que vous aurez. Vous devez atteindre certains paliers des TAS pour pouvoir, obtenir les aides financières sur ces systèmes-là. Et ces ETAS doivent être calculés, affichés par les fabricants de pompes à chaleur sur de la basse température, sur de la moyenne température, de la haute température, en fonction également de la température de la source froide. C'est-à-dire que vous avez tout un tableau avec plusieurs justement, ETAS qui sont, calculés en fonction, de telle ou telle hypothèse de température extérieure, de température intérieure. Donc aujourd'hui, est-ce que, les pompes à chaleur sont des systèmes à énergie renouvelable?
Aujourd'hui, voilà, je vous montre ça rapidement. Donc, c'est issu en fait d'une méthode de calcul, donc de la méthode THBCE, donc c'est-à-dire la méthode besoin de consommation et été, pardon. C'est issu justement de tout ce qui est calcul réglementaire théorique thermique. Donc aujourd'hui, on a, pour vous donner un ordre d'idée, l'électricité, effectivement, c'est pas une énergie qui existe dans la nature sous forme qu'on peut utiliser. C'est-à-dire qu'il faudra forcément, transformer une énergie primaire, hein, que ce soit, le fioul, l'éolien, le solaire, l'hydraulique, le bois ou, l'uranium, le nucléaire, pour créer et générer un, courant électrique. Donc c'est pour ça que du coup, c'est cette transformation, s'accompagne de pertes en amont. Donc, c'est des pertes de production, de génération en fait de, l'énergie électrique. Donc on considère au niveau des calculs que pour bénéficier d'1 kWh d'énergie électrique, il faut utiliser 2,58 kWh d'énergie primaire. Autrement dit, pour, chauffer pour 1 kWh, via un système, de, radiateur électrique, il faudra consommer 2,58 kWh pour la générer dans une centrale ou, dans un barrage, par exemple. Donc en fait, c'est vraiment une énergie secondaire et donc ce qui est intéressant à voir, sur ce graphique-là, c'est que, le taux de couverture en énergie renouvelable d'une pompe à chaleur va être directement influencé par sa performance. Plus la performance est grande, plus on va parler effectivement d'un système à énergie renouvelable. Donc vous voyez par exemple le COP qui monte jusqu'à 8, 9, 10, 11, 12. Là, on est sur des pourcentages d'énergie renouvelable plus intéressants, mais plus le COP va être inférieur, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la moyenne du marché français se situe entre 3 et 4 de performance, donc ça veut dire qu'on est entre 15 et à peu près 45 de taux de couverture ENR. Tout dépendra également de, votre fournisseur, d'énergie et de son engagement justement sur, les énergies renouvelables. Avez-vous des questions sur cette première partie? Alors, on vous laisse poser vos questions sur l'onglet discussion. Donc ça, c'était la partie simple, hein. Non, je plaisante. C'était la partie, on va dire, un peu moins digeste. Mais de toute façon, si vous avez besoin de revoir les schémas, les documents présentés, ça sera disponible en replay d'ici quelques jours. Ça y est. Alors, est-ce que TAS est un acronyme? Alors en fait, état justement, c'est, vraiment la lettre grecque en fait, hein, pour, qui a été choisie justement pour, dire, ça parle justement du coefficient et S en fait, c'est saisonnière. Donc, tout simplement, ETAS. C'est comme ça que ça a été, Efficacité énergétique saisonnière. OK, Ouais. ouais, voilà. Mais Donc, ETA, c'est la lettre, comme le lambda en fait pour, l'isolant, tout simplement. donc c'est pas un acronyme. Non, c'est pas un acronyme. Hop. Bon, a priori, j'ai été plutôt clair, il y a pas de questions, tant mieux. Non, tout le monde a. Ou alors Alors tout oui, le monde a décroché à partir d'ETAS. on a décroché à la troisième phrase. Bah écoute, je pense qu'effectivement il y aura plus de questions sur le concret et Sur les la différents partie concrète, systèmes. ouais. Mmh. Donc moi je te propose qu'on poursuive. Ça nous Très bien. permet de ne pas perdre trop de temps d'entrée de jeu. OK. Donc, les différents systèmes, donc effectivement aujourd'hui il y a plein de matériel qui existe. Donc, j'ai essayé de vous faire une liste, plutôt exhaustive, sachant qu'il est possible qu'il y ait certaines technologies, on va dire de pointe ou hybrides que je n'ai pas forcément mentionnées là-dedans. Donc on va commencer par, la pompe à chaleur RR, donc la pompe à chaleur qu'on connaît, le plus puisque effectivement c'est également, le fameux climatiseur, on va dire. Donc c'est un système qui a un COP assez, fluctuant. Ça dépend de la température de l'air extérieur, c'est-à-dire que la performance en fait, du, système va vraiment être influencée par, les variations de température extérieure. Donc en hiver ou en été, ça peut être, enfin notamment en hiver puisqu'on va surtout essayer de se chauffer avec ce système. Ça va être, assez complexe. C'est assez énergivore quand en fait la source froide est assez basse puisque du coup le rendement se dégrade. Il y a eu des systèmes qui ont été, conçus, spécifiquement, donc notamment les systèmes et la technologie inverter,
pour améliorer en fait les performances, en hiver. Cependant, voilà, le gain n'est pas non plus, hyper significatif. Et quand vous utilisez, ce type de système, comme, une climatisation, en fait, vous avez des consommations équivalentes à, un rendement, en fait, qui est de 100. Donc l'état, s'il est à 100, en gros, ça équivaut à allumer, un radiateur, mais du coup qui vous refroidit, quoi. Donc généralement, ces systèmes, au niveau du COP, on est plutôt aux alentours de 2-2,5. Voilà. Il y a, une autre notion également à prendre en compte sur ce type de système, c'est que on va avoir des mouvements d'air qui vont être générés dans le logement. Donc souvent, c'est une source, un peu d'inconfort. Voilà, parce que du coup, effectivement, vous n'aurez pas forcément une sensation de flux d'air chaud, mais du coup, voilà, quand vous avez des mouvements d'air, on a plus le ressenti de froid. Donc là-dessus, souvent, les usagers vont, augmenter la température, demander, 26-27 degrés pour avoir un ressenti à, 20-21 degrés. Donc voilà, c'est toujours un peu délicat de pouvoir se chauffer uniquement avec une pompe à chaleur air air. L'idée, c'est de la coupler effectivement avec un système, annexe, type, une cheminée ou un appoint bois, par exemple. Et c'est des systèmes qui peuvent malgré tout trouver une certaine place et une certaine efficacité dans des maisons qui vont être très bien rénovées ou des maisons quasiment passives, puisque du coup le besoin en fait en chauffage sera très réduit. La pompe à chaleur RO, donc c'est à peu près le même principe, sauf que la diffusion de chaleur sera faite dans des radiateurs ou dans des planchers chauffants, c'est-à-dire qu'on va chauffer de l'eau pour pouvoir, ensuite, chauffer, le logement. Le COP est amélioré par rapport à la pompe à chaleur RR. On est plus aux alentours de 3-3,5 en moyenne. Tout simplement parce qu'effectivement, l'eau, restitue un peu mieux les calories de chaleur et grâce à une meilleure inertie, que l'air. La possibilité en refroidissement est assez réduite. Effectivement, on va parler de free cooling. La plupart du temps, c'est plus sur du plancher chauffant que sur des radiateurs. Ça peut se faire sur des radiateurs, mais pour autant, la sensation de fraîcheur est meilleure via un plancher chauffant, mais qui deviendra du coup refroidissant, en été. On parlera plus de refroidissement que de climatisation. Donc généralement, on en entend beaucoup parler en ce moment pour remplacer une ancienne chaudière à fioul ou au gaz, puisque du coup, vous n'avez pas besoin de changer le système de diffusion de chaleur. C'est-à-dire que vous devez, voilà, tout simplement, vous pouvez raccorder la pompe à chaleur sur votre système de distribution existant. Pour autant, il faudra bien, auparavant, penser à désembouer, à nettoyer, le, système de diffusion puisque, dans le cadre de vieilles chaudières, par exemple, il va falloir, ça fait une vingtaine, une trentaine d'années qu'elle fonctionne. Il faudra bien nettoyer, l'intégralité du système de diffusion de façon à ce que, l'émission de chaleur puisse se faire, de la façon la plus optimale. Derrière, type, d enfin autre type de matériel donc, qui a un COP vraiment amélioré par rapport à l'air, qui est donc, la source froide. On va parler de géothermie ou, de système, OO, ce qu'on appelle, donc il y avait la PAC RR, PAC RO et là on est sur la PAC OO, où il y a plusieurs types de systèmes qui existent donc, la, géothermie verticale, donc avec, forage profond. Donc, on va avoir une faible surface qui va être prise, au niveau du sol et on est sur des rendements assez élevés. Donc, notamment, que ce soit sur des radiateurs ou des planchers chauffants. Donc sur les planchers chauffants, ce sera encore mieux, mais, sur les radiateurs, on va atteindre des performances plutôt intéressantes aux alentours avec des COP de 3,5, 4, voire 4,5. Hem, on a donc, ensuite, pardon, la géothermie, horizontale où effectivement, on est, plus à 60 centimètres de profondeur, sur une grande surface, de jardin. Donc, ça marche bien notamment pour les petites constructions, donc, effectivement la maison ne doit pas excéder, une centaine de mètres carrés. Ça reste relativement dépendant de la météo puisque vu qu'on est à à pas une très grande profondeur effectivement, si vous avez un gros coup de froid par exemple, pendant, 15 jours, au bout d'un moment, votre rendement va être dégradé puisque le sol et la température de surface va être réduite.
Et autre complexité, il faut éviter d'avoir des arbres en plein milieu de, ce type d'installation. Parce que sinon, ça va du coup, heu, bah, les racines vont risquent de couper le système, de l'endommager et donc de rendre la géothermie de façon assez inopérante. Sur nappe, du coup, donc là, c'est la troisième possibilité de géothermie, où effectivement, on va directement capter les calories de chaleur, dans une nappe phréatique, dans de l'eau qui va être à proximité. Donc, pareil, on est sur, un double forage, donc avec un captage et une réinjection. C'est-à-dire qu'on va capter les calories de chaleur pour, chauffer le logement, mais on va renvoyer, l'eau pour, du coup, l'eau froide, donc destituée de ses calories, directement, dans la nappe. Donc on est sur un prix, plutôt intermédiaire, pour le coup, par exemple, sur, la pompe à chaleur, on va dire verticale en forage profond, on est entre 25 et 30 000 €. En horizontal, on est sur une vingtaine de milliers d'euros et pareil, sur nappe, on est grosso modo dans ces ordres de prix. Heu, voilà. La problématique reste, aussi sur, la géothermie sur nappe, c'est qu'il y a pas mal de réglementations à suivre pour éviter justement, toute pollution, de, la nappe. Hem, Également, il y a un certain nombre de géothermie sur nappe qui est autorisé, par nappe, de façon à éviter de refroidir, trop, la source froide. Voilà, si on a une température de nappe d'à peu près 12 degrés et qu'on met, des géothermies sans se soucier de tout ça, effectivement, on risque de faire baisser la température de la nappe phréatique. Autre type de matériel, donc la pompe à chaleur sur air extrait. Qui, est sur, VMC thermodynamique ou appelé VMC thermodynamique. Donc on est sur un COP plutôt, élevé sur le chauffage. C'est un système qui peut également produire de l'eau chaude sanitaire. Donc le COP élevé, on est aux alentours de 4,5-5, hein, grosso modo. Ça peut produire de l'eau chaude sanitaire, pour autant, en fait, ça va, réduire le rendement du système. La source froide, reste, limitée et on est sur des puissances max de 3 kilogrammes. C'est-à-dire que vraiment, c'est un système qui convient pour des maisons passives. Il faut vraiment avoir, fait une enveloppe impeccable, être étanche à l'air, avoir traité, tous les, points, faibles de la maison, donc les ponts thermiques, les menuiseries, bien sûr isoler, la toiture, les murs, le sol. Voilà, l'idée c'est d'être vraiment dans une boîte étanche pour pouvoir utiliser ce type de système, et vraiment, permettre un rendement. Il faut toujours également, avoir un appoint bois, de chauffage, en cas de gros froid, voilà, un poêle à granulés généralement, qui est, utilisé en appoint, en cas de forte chute de température, sur une période assez longue. Enfin, autre type de matériel qui existe, là on va plus s'attacher à la production en fait, d'eau chaude sanitaire par un chauffe-eau thermodynamique individuel. Du coup, il y a plusieurs types de systèmes que je vais vous présenter. Donc, en gros, le chauffe-eau thermodynamique, ça permet il y a une pompe à chaleur spécifique dans le système et un ballon de stockage de 150 à 300 litres. Heu, voilà, il y a un appoint si nécessaire électrique, bien sûr, et c'est un modèle qui se répand depuis un peu moins de 10 ans. C'est un système qui coûte entre 2 et 4 000 € selon ce que vous choisissez. Le COP annoncé est souvent aux alentours de 3. On est généralement plutôt, sur, un COP de 1,5, 2 à peu près. Donc au niveau des différentes technologies, on a, donc, le chauffe-eau thermodynamique sur un local non chauffé. Donc vous le voyez au niveau de l'image, on va capter les calories de chaleur, dans le local non chauffé, dans un garage par exemple, et recracher de l'air froid directement dans le garage. Donc l'avantage, c'est qu'effectivement, c'est assez facile d'installation. La source froide généralement est plutôt élevée par rapport à la température extérieure. Pour autant, on a quelques petits problèmes. Effectivement, c'est un système qui va faire un peu plus de bruit, qu'un chauffe-eau électrique, hein, tout simplement, par exemple. On va refroidir le local d'implantation, donc ce qui va poser quelques soucis, pour le système thermodynamique, puisque si on refroidit, la zone où il capte les calories, bah, fatalement, il va réduire, sa performance et du coup, on va,
avoir des possibles pertes thermiques importantes du ballon puisque la température va se réduire dans le local. Donc voilà, c'est un système qui est très utilisé puisqu'aujourd'hui ça représente la moitié du marché actuel. Pour autant, voilà, je ne suis pas certain que ce soit le meilleur des systèmes aujourd'hui existants. On a également donc le chauffe-eau thermodynamique sur, l'air extérieur, donc exactement, le même principe que la pompe à chaleur RR, enfin, qui va du coup, capter la calorie de chaleur, enfin RO pardon, excusez-moi, et qui va, du coup, capter les calories de chaleur, à l'extérieur et ensuite, les, restituer à l'intérieur du ballon. Donc on a des performances qui sont un peu dépendantes de la température extérieure, hein, donc avec cette variation et surtout, quelques, problématiques potentielles de nuisances sonores pour les voisins puisqu'effectivement vous avez un aérotherme qui sera à l'extérieur pour capter, les calories de chaleur. On a enfin le chauffe-eau, thermodynamique, sur air extrait, c'est-à-dire que c'est un système qui va être, comment dire? Qui va être branché sur la ventilation. Donc, c'est-à-dire que l'air extrait de votre logement, par le biais d'une VMC simple flux, par exemple, cet air extrait va passer dans le chauffe-eau thermodynamique, de façon à ce que cet air chaud que vous voulez rejeter dehors, de toute façon, puisse être récupéré, que les calories de chaleur puissent être récupérées. Donc, on est vraiment sur l'optimisation de ce qu'on appelle la chaleur fatale, c'est-à-dire la chaleur qu'on va perdre, quoi qu'il arrive. Donc, on essaie de récupérer cette chaleur fatale avant de la perdre, tout simplement. Du coup, on est sur une température généralement plutôt élevée et assez constante, donc on a un COP plutôt, intéressant et on est vraiment, sur une performance assez optimisée, de l'installation. L'inconvénient, c'est que ça va plutôt correspondre à des projets où on est dans le neuf ou dans la rénovation lourde, de, logements et le débit d'air, il doit être nécessairement, hem, pour fonctionner, hein, pour le système, il doit correspondre au débit de ventilation du logement. Donc c'est un calcul quand même assez, particulier, assez fin à réaliser. Donc généralement, c'est quand on est, aidé par, une maîtrise d'œuvre ou un thermicien qui va pouvoir, vous calculer tout ça. Et enfin, dernier type de matériel qui existe aujourd'hui, les pompes à chaleur à gaz. Donc je vous rassure, on ne va pas diffuser du gaz à l'intérieur de chez vous. On va utiliser l'énergie du gaz, en fait, tout simplement pour activer le compresseur. Donc c'est un moteur à gaz, hein, tout simplement et en fait, l'avantage de ce système, c'est qu'on va récupérer la chaleur perdue, donc c'est encore un système de récupération à chaleur fatale, lors de la combustion du gaz au niveau du compresseur. Ce qui permet, en fait, d'améliorer le rendement, et l'efficacité en période hivernale. L'inconvénient, c'est que c'est un système qui est très, très coûteux et qu'on voit plutôt dans le tertiaire ou dans le collectif, mais pas trop en individuel. Et l'autre problématique, effectivement, c'est que du coup, vu qu'on brûle du gaz, on va émettre beaucoup plus de CO2. D'autres, aspects également à prendre en compte, si vous installez, ce type de système dans votre logement, par exemple, vous allez avoir 2 contrats. Un contrat de fourniture d'électricité et un contrat de fourniture de gaz. Du coup, est-ce que, le rendement est intéressant, au niveau économique? C'est, pas forcément certain. Voilà, j'en ai fini sur la partie matérielle, s'il y a des questions. Alors, on avait une question qui était arrivée pendant que tu présentais. Donc, pour les pompes à chaleur, quelle température de sortie suivant les matériels? De sortie d'émission donc en émission. Donc sur des planchers chauffants, on est entre 30 et 35 degrés généralement. En moyenne température, on va être entre 50, 60 degrés et la haute température, on va considérer qu'on est entre 70 et 80 degrés sur, des, systèmes à eau. En aérotherme, en fait, on va demander une température directement sur le moniteur et il va nous diffuser la température souhaitée, quitte à utiliser un appoint électrique pour pouvoir, vous fournir la température que vous demandez. Donc, du coup, d'où l'importance des émetteurs aussi. Et les émetteurs basse température peuvent permettre de chauffer de l'eau à moins haute température, donc de faire des économies d'énergie. Tout à fait. Sachant que dans l'idéal, la principale des idées, c'est de réduire le besoin de chaleur effectivement initialement. Mais tout à fait, cher confrère. D'ailleurs, nous n'avons pas manqué de le répéter depuis un Très certain longtemps. nombre de conférences. Voilà, tout à fait. Évidemment, on isole d'abord. Et puis ensuite, voilà, pourquoi pas travailler sur des émetteurs basse température. C'est d'abord plus agréable en matière de confort et c'est plus économe.
tout à fait. Y a-t-il d'autres questions sur cette partie-là? Alors, quelles possibilités trouve-t-on dans des systèmes mixtes de VMC double flux, HP haute, donc et pompe à chaleur pour compléter les pertes thermiques en appartement? Waouh! Waouh! Allez, débrouille-toi avec ça. Bah, merci, c'est sympa. Alors, trouve-t-on dans les systèmes mixtes de VMC double flux, haute performance et pompe à chaleur pour compléter les pertes thermiques en appartement? J'ai du mal à comprendre la partie sur les pertes thermiques en appartement. D'accord, donc je suppose que vous, vous êtes la personne qui actuellement a une problématique et une réflexion autour du système de chauffage dans sa copro, je crois. J'ai cru voir la question passer dans la liste. Aujourd'hui, très honnêtement, je suis assez peu calé sur la partie copro. Et je ne sais pas si effectivement c'est un système qui peut être intégré au niveau d'une copropriété. Très honnêtement, les pompes à chaleur en copropriété, enfin, j'ai très rarement vu ça. Et aujourd'hui, les VMC double flux haute performance, on va surtout avoir un enjeu principal qui va être d'être très étanche à l'air au niveau du bâtiment. Donc, il faut, impérativement déjà que initialement le bâtiment soit le plus, étanche possible, et je crois savoir que dans une copro, c'est toujours assez complexe ces problématiques de ventilation. Je suis désolé là-dessus, j'ai un peu eu du mal à comprendre la question. Voilà, si vous souhaitez éventuellement qu'on prenne un peu plus de temps pour, échanger là-dessus, je vous invite à contacter, l'espace Info Énergie, ou alors me renvoyer directement la question, ou je vous enverrai un mail pour, justement essayer de voir un petit peu plus, précisément quelle est votre interrogation là-dessus. Voilà, sachant qu'en plus, pour installer ce genre de système, en tout cas en pompe à chaleur, il faut déjà que ça soit accepté par le règlement de la copro, si on parle bien d'une copropriété. Exactement, Donc, c'est pas toujours évident. tout à fait. Donc, une autre question, est-ce que la VMC double flux apporte un plus avec une pompe à chaleur RO? C'est-à-dire avec les 2 systèmes couplés? Pareil, j'arrive pas à comprendre trop la question. Puisque la VMC double flux, on est vraiment sur un système, enfin à air, hein, clairement, où on va capter en fait, de l'air et ensuite, chauffer à l'air. Heu, Ouais, l'intérêt de coupler les systèmes. mais qui seraient indépendants l'un de l'autre, pour le coup. Visiblement, oui. D'accord, donc du coup, effectivement d'avoir, une VMC de double flux, effectivement, c'est toujours, pertinent, puisque, mais encore une fois, il faut être étanche à l'air et avoir une pompe à chaleur RO, pour le coup, sur un plancher chauffant, sur un projet de rénovation, c'est effectivement, très pertinent. Encore une fois, voilà, l'étanchéité va être, un facteur très important, et derrière les 2 systèmes que vous avez mentionnés, sont tout à fait efficaces s'ils sont bien installés et bien dimensionnés. Alors, hop, j'avais vu passer, je suis chauffé au gaz, je pensais prendre une chaudière à condensation, mais on me sollicite souvent pour une pompe à chaleur. Quel est le plus intéressant? Alors, on va parler tout dépendra en fait effectivement de votre, déjà de votre système d'émission. Si vous êtes sur une chaudière gaz, ancienne, effectivement, il est fort à parier que vous avez des anciens radiateurs. Donc pour le coup, la pompe à chaleur, comme, je vous l'avais, indiqué, préalablement, heu, le rendement va être dégradé puisque du coup vous êtes sur des émetteurs haute température. Donc, la pompe à chaleur risque d'avoir du mal à vous apporter la même chaleur, que, la chaudière gaz qui, elle, le gaz, c'est effectivement son de gros défauts, c'est d'émettre du CO2, mais pour le coup a un pouvoir calorifique supérieur. Et enfin, si on veut parler au niveau économique, purement et simplement, aujourd'hui le prix du kilowattheure électrique, il est à 17 centimes, tandis que le prix du kilowattheure gaz est à 8 centimes. Donc aujourd'hui, heu, économiquement, c'est toujours plus intéressant également d'installer une chaudière gaz à condensation, qu'une pompe à chaleur.
Sachant également que le coût du système ne va pas être le même. Une pompe à chaleur RO, pour le coup, va se négocier entre 15 000 et 18 000 € en fonction de ce qu'il y a à faire pour une pompe à chaleur haute température, hein, donc c'est-à-dire bien dimensionnée avec, un rendement, plutôt élevé. Tandis qu'une chaudière gaz à condensation, elle, sera plus aux alentours de 5 000 à 6 000 €, pour une durée de vie équivalente. Donc effectivement, c'est, également des notions à prendre en compte, là-dessus. Mais pour le coup, voilà, n'hésitez pas, pareil, à nous contacter. J'ai vu que dans la liste des participants, il y avait, plusieurs projets de rénovation, énergétique, plutôt, déjà, bien, comment dire? Bien évalués. Moi, je vous invite vraiment à appeler nos conseillers, pardon, pour, justement, échanger sur le sujet et qu'ils vous renseignent également sur les aides financières sur des projets de rénovation globale. Alors, une autre question, dans le cadre d'un remplacement d'un ballon, oula, j'arrive plus à parler. Dans le Ballon cadre d'eau d'un chaude. remplacement d'un ballon d'eau chaude âgé, est-ce que le chauffe-eau thermodynamique reste une bonne solution, bien que le coefficient de performance ne soit pas si conséquent? L'amortissement se perçoit au bout de combien de temps? Alors le chauffe-eau thermodynamique, effectivement, ça c'est une solution, qui peut être plutôt intéressante à condition, effectivement, d'être sur, le troisième système que j'ai mentionné, donc c'est-à-dire sur air extrait. Sinon, effectivement, on reste sur un système très cher, donc qui est aux alentours de 3 000 €. Pour un rendement qui est relativement, faible, pour le coup, effectivement, et par rapport à votre consommation d'eau chaude, c'est ça qu'il faut voir. Donc si vous avez une grosse consommation d'eau chaude, que vous prenez un bain, par exemple tous les 2 jours, effectivement, ça peut être, intéressant parce que du coup, ce rendement, vu votre consommation, va permettre de réduire votre consommation énergétique. Si effectivement, au contraire, vous êtes plutôt, comment dire? Sobre sur, votre utilisation de l'eau chaude, moi, je vous conseille de vous tourner sur d'autres solutions, par exemple le chauffe-eau solaire ou même des fois, voilà, essayer d'intégrer la production d'eau chaude dans votre système de chauffage, si vous le pouvez. Et du coup, en termes d'amortissement, tout dépend en fait effectivement de combien de temps va tenir votre, chauffe-eau. C'est assez, aléatoire. On a des chauffe-eau thermodynamiques, où on est, sur, qui ont une durée de vie de 7-8 ans. Donc pour un système qui coûte 3 000 €, voilà, je vous laisse faire le calcul. L'investissement est assez lourd pour le coup. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu viens de parler de durée de vie. Bah, justement, quelle durée de vie pour les packs RO? Encore une fois, c'est assez aléatoire. On est aux alentours généralement d'une quinzaine d'années, pour, ce type de système. Heu, Après tout dépend encore une fois de comment ça a été dimensionné, comment ça a été installé, comment le matériel est maintenu. Est-ce que c'est votre seule température votre seule source de chauffage, pardon, au niveau de votre logement? Je prends un exemple très concret. Mon père a installé une pompe à chaleur, RO, chez lui. Ça fait 15 ans qu'elle tourne, il n'a pas eu de problème. Mais bon, à côté de ça, il a une chaudière gaz également qui, assure le relais. Donc en fait, la pompe à chaleur s'active seulement quand les coefficients de performance, deviennent intéressants, c'est-à-dire que la température de la source froide, devienne, plus importante, donc au printemps, quand il y a besoin d'un peu de chauffage dans le plancher chauffant. Effectivement, donc voilà, j'ai envie de dire que plus on ménage sa monture, plus elle ira loin. C'est également vrai, pour les systèmes de chauffage, pour le coup. Alors, on va prendre une Et dernière si elle est mal question. dimensionnée, pardon, juste fini, si elle est mal dimensionnée et qu'on est sur, par exemple, une pompe à chaleur RO sur des radiateurs haute température à 80 degrés et que c'est votre seul système de chauffage et qui est en remplacement d'une chaudière fioul, par exemple, et bien, du coup, le compresseur, donc qui est, l'unité, vraiment l'élément central de la pompe à chaleur, va, tourner en continu très vite et donc va s'user, de plus en plus rapidement. Généralement, c'est considéré comme une pièce d'usure, donc c'est pas une pièce qui est en gros, garantie. Faut savoir que remplacer un compresseur dans la durée de vie, c'est 1 500 €, l'intervention. Donc voilà, ça peut aussi répondre un peu à votre question. Et dans le poids des subventions aujourd'hui, les, systèmes, pompes à chaleur effectivement sont, assez favorisés, aujourd'hui, dans les aides financières, donc notamment sur les primes énergie ou, en remplacement d'une chaudière fioul ou d'un système émettant beaucoup de CO2 puisque les pompes à chaleur, sont des systèmes
électriques et donc ont une charge CO2 moins importante que le fioul ou le gaz. Ok. Je te propose d'enchaîner sur Ouais. la dernière partie. Donc justement, comment bien poser et quels sont les enjeux au moment de l'installation d'un système. Donc là, on entre dans le un peu plus concret. Aujourd'hui, voilà, il y a des obligations, on va dire, légales et d'implantation, donc que les artisans sont censés connaître puisque ce sont, les règles des bonnes pratiques du bâtiment. Il faut un écart de, 1/2 mètre minimum par rapport, au mur quand vous installez, justement une unité extérieure, couverte, idéalement. Avec des écrans anti-bruit, je vous expliquerai, pourquoi, un peu plus tard et pareil par rapport à tout, obstacle autour de l'unité extérieure, il faudrait qu'il y ait un demi-mètre de façon à ce que justement, comment dire? Les aspirations, se fassent correctement et l'évacuation d'air également se fasse correctement. Ça doit être posé sur une dalle béton avec des plots anti-vibratiles, donc pour éviter et pour réduire justement l'impact du son, sur, le voisinage. Dans l'idée, également, il ne faut pas que la direction du vent soit orientée, directement, devant, le ventilo, convecteur. Sinon effectivement, le vent va rentrer en conflit, en fait, avec, le ventilo-convecteur qui évacue, en gros, l'air et en fait, le risque, c'est que vous ayez l'air froid, que vous ne voulez pas, que vous ne voulez plus, enfin que vous avez dans lequel vous avez épuisé toutes vos calories qui reviennent dans le système. Ce qui effectivement peut poser, quelques soucis derrière de rendement. Il faut également bien traiter les condensats. Donc les condensats, en fait, c'est ce qui, il y a de l'eau qui va se générer naturellement autour de votre système, hein, ça c'est tout à fait normal. Mais il faut, bien les évacuer et surtout bien les traiter. Sinon effectivement, quand on implante des unités extérieures, et que, les condensats et que la température baisse trop, du coup effectivement derrière vous risquez d'avoir des problématiques de givrage, de votre installation et plus, votre installation va givrer, moins bien elle va fonctionner et du coup, plus elle va surventiler, donc produire de l'air froid qui va givrer à nouveau. Donc ça, on rentre dans un cycle infernal. Donc il faut vraiment faire attention à ces éléments-là, heu, pour les unités. Donc le traitement des condensats, vous le voyez, en fait, généralement, c'est tout simple. Sur la base, bétonnée, vous allez avoir un petit, tuyau d'évacuation qui va évacuer cette eau, en surplus, de façon à éviter d'avoir de l'eau stagnante, en fait, à proximité du système qui risque derrière de givrer. Sinon, effectivement, on a ce type de problème qui peut arriver. Donc vous voyez sur la photo que en fait, la glace a complètement recouvert, le système d'échange et s'est alourdi et du coup, le bloc s'est complètement arraché du mur. Heu, voilà, donc il faut surélever l'évaporateur au niveau de neige. Donc le niveau de neige, c'est un niveau qui est défini, justement, par rapport à la législation. Donc c'est, le niveau de neige, c'est 30 centimètres. Enfin, il varie selon les régions. Donc là-dessus, effectivement, vous pouvez, également interroger votre artisan qui est censé connaître ces éléments-là. Il faut bien, le mettre sous abri, effectivement, qu'il reste accessible pour l'entretien. Toujours nettoyer périodiquement l'échangeur, notamment les ailettes, 1 à 2 fois par an, en ouvrant en fait, le bloc et en rinçant à l'eau, de façon à ce qu'on puisse enlever toutes les petites poussières, et autres, choses qui peuvent se glisser dans les ailettes d'échange. Le traitement du bruit, effectivement, donc ça, c'est quelque chose d'assez, important, c'est une interrogation assez fréquente qu'on a, pour, ce type de système. Donc quand on est placé au sol sur une terrasse, un champ libre, on a juste le bruit émis et généré par le système. Dès qu'on place, la pompe à chaleur contre un mur, on va augmenter son effet sonore de 3 décibels, dans un angle 6 décibels et dans une cour intérieure, par exemple, 9 décibels, au-delà des problématiques également, de, génération d'une zone d'humidité dans la cour intérieure. Donc, on peut disposer des écrans acoustiques de façon à éviter, hein, effectivement que le son, de la pompe à chaleur, ne puisse, être, audible pour les occupants du logement, mais également du voisin puisque, effectivement, par effet rebond, vous pouvez avoir des ondes réfléchies de son qui vont direction des voisins et à ce moment-là, quand vous avez le voisin qui vient, vous, houspiller parce que votre pompe à chaleur, fait trop de bruit, du coup, ça peut poser quelques soucis.
Au niveau du niveau de pollution sonore, généralement, pour le matériel dit, haut de gamme, on est, sur 40 à 50 décibels environ. Donc considéré au niveau, législatif, comme, plutôt silencieux, pas très silencieux, mais silencieux, relativement silencieux. Et par contre, effectivement, sur les systèmes un peu plus, bas de gamme, effectivement, on va être, sur, quelque chose d'un peu plus bruyant. Il faut savoir que la notion justement de sonore, dès que vous, prenez un décibel de plus, effectivement, vous multipliez par 3 la perception. Enfin voilà, c'est assez, éloquent. Donc, par exemple, si vous avez une pompe à chaleur, on va dire bas de gamme, à 60 décibels et qu'en plus elle est en cours intérieur, en fait, le niveau ressenti sera vraiment plutôt à 69 décibels qu'à 60. Un petit exemple que j'ai voulu vous faire également sur, les systèmes où effectivement vous installez une pompe à chaleur en relève, c'est-à-dire que en gros le système pompe à chaleur va venir, aider, la chaudière existante. C'est des choses qui arrivent. Donc on est, sur une maison de 130 m² des années 80 avec 20 000 kWh de consommation, ce qui coûte grosso modo 1 500 € de fioul. Heu, Dans l'idée, on va installer une pompe à chaleur RO, donc avec un COP de 3 à peu près, hein, pour, l'émission, sur des radiateurs. Donc on aura 50 pris en charge de la consommation, donc 10 000 kWh par le fioul et avec le coefficient de performance, 8 600 kWh d'énergie primaire, électricité, donc prise. Ce qui va faire une économie en fait de 7 seulement, à peu près donc 1 400 kWh. Ce qui fait une économie financière annuelle de 500 €. Donc sachant que le système, pompe à chaleur RO coûte entre 15 et 18 000 € généralement, ça fait un temps de retour sur investissement qui est quand même relativement long, qui va en fait juste couvrir l'investissement de départ, sans pour autant être rentable. Donc c'est pour ça qu'effectivement, sur des relèves, effectivement, c'est pas forcément toujours le système le plus pertinent. L'idée, c'est vraiment d'essayer de dimensionner l'intégralité dans un projet global ou alors de changer les émetteurs, ou alors de changer intégralement, la chaudière fioul par une pompe à chaleur et de mettre un appoint bois, par exemple, pour, justement compenser les jours de grand froid. Donc interdit. Pour conclure du coup et pour, vous donner un petit peu les grandes lignes de ce qu'il faut retenir, aujourd'hui de notre, petite, conf, c'est que on va parler d'un système efficace et optimisé si, l'émission de chaleur, donc la source chaude est à minima basse température, donc idéalement un plancher chauffant. On a des radiateurs également basse température qui existent aujourd'hui, qui sont dans des matériaux qui favorisent la diffusion de chaleur. La source froide, dans l'idée, doit être de la température la plus élevée possible et de la façon la plus constante dans le temps, donc ce qui pose, des soucis par rapport, en fait, à une PAC RO. Donc effectivement, dans le cas d'une PAC RO, on parlera d'un système efficace si la localisation ne subit pas une rigueur climatique, hivernale, importante. C'est-à-dire, par exemple, en montagne, c'est à proscrire. Dans les régions méditerranéennes, c'est plutôt intéressant, avec un plancher chauffant, bien sûr. Chez nous, ça commence effectivement à devenir plutôt pertinent, même si on a encore des épisodes de grand froid, sur lesquels il faudra faire attention. Dans toutes les manières, dans l'idéal, dans le cadre d'une pompe à chaleur RO, il faudrait avoir un appoint bois, en complément. L'ETAS doit être également, le plus élevé possible, donc le coefficient de performance, et les pompes à chaleur RR sont, des éléments plutôt à proscrire puisqu'effectivement on est sur des mauvais COP, avec des systèmes plutôt énergivores, enfin qui génèrent plus, d'inconfort que d'autres choses à cause des mouvements de masse d'air. Et du coup, est-ce que c'est un système renouvelable? On peut parler de système d'énergie renouvelable, effectivement, si votre fournisseur d'électricité provient d'un approvisionnement à 100 en électricité verte, avec certificat garantie d'origine. Sinon, effectivement, on va parler d'un système dont le fonctionnement est couvert par un certain taux d'énergie renouvelable, mais en se souvenant que plus le COP est élevé, plus le taux de couverture énergie renouvelable est élevé, sachant qu'il est impossible d'arriver à 100.
Et enfin, si vous voulez aller un peu plus loin, que ce soit par rapport à vos projets, par rapport à vos questionnements, mais également, si vous voulez en savoir plus sur ces systèmes-là, moi je peux vous inviter également à consulter les études de l'ADEME sur le sujet qui sont très complètes, qui sont réalisées, généralement avec le COSTIC, donc le Comité scientifique et technique des industries climatiques, qui, du coup, produit également d'excellentes études, pour lesquelles je suis allé, piocher également chez eux. Mais bien sûr et comme toujours, si vous voulez aller plus loin sur votre projet, l'espace info énergie, c'est vraiment, là que nous, on vous attend en tant que conseiller pour pouvoir vous épauler, vous accompagner, vous aider, dans votre projet de rénovation, que ce soit juste pour un changement de chaudière ou, pour un projet plus important. On sera ravis de vous accueillir et de vous aider, dans vos démarches. Troisième temps de questions-réponses et nous avons 3 questions. Peut-on bénéficier de subventions en remplacement d'une chaudière bois? Oui. Oui, oui, les primes énergie généralement en remplacement d'une chaudière bois pour une pompe à chaleur effectivement. Il est possible qu'il y ait des primes énergie. Après, il faut voir effectivement, hem, si dans un programme de travaux, général, ça peut également être pris en compte. Mais, heu, non, je vois effectivement, il y aura toujours des aides financières, quel que soit le type de travaux que vous voulez réaliser. Autre question, peut-on imaginer que l'unité extérieure soit en hauteur sur des équerres avec des plots anti-vibratiles? Oui, tout à fait. Généralement, c'est les solutions qui sont utilisées pour le petit collectif, c'est assez récurrent ou pour, par exemple, une grande maison avec, 2 systèmes, de pompe à chaleur RR, par exemple, il y a des équerres. Il faut savoir qu'effectivement, les équerres doivent bien être, à l'écart du mur pour, justement garder cet espace d'1/2 mètre, entre le mur et le système. Je ne Alors sais pas si autre, c'est toujours respecté, ouais. effectivement, mais en tout cas, c'est ce que dit, la réglementation. Alors autre question, parce que c'est vrai qu'on en a parlé l'autre jour sur Mmh, l'édition sur le solaire, mais là, est-ce qu'il faut faire une demande en mairie avant l'installation de l'unité extérieure d'une pompe à chaleur? tout à fait. Effectivement, il faut faire une déclaration préalable en mairie, donc en tout cas consulter le service d'urbanisme, préalablement pour leur expliquer quels vont être vos travaux et du coup, leur demander, en tout cas faire une déclaration préalable. Voilà, et s'il n'y a pas d'autres questions, on peut la dernière remarque, les vendeurs ne parlent pas de ces contraintes. Oui, en effet, ce sont des vendeurs, heu, Nous contrairement sommes des conseillers, nous ne contrairement faisons pas le à même métier. voilà, contrairement à nous, et d'où l'intérêt de suivre un peu ces webinaires, sachant que bon, voilà, c'est le format d'animation qu'on a pu mettre en place pendant le confinement et le post-confinement. On espère quand même vivement qu'on pourra, prochainement retourner au contact des porteurs de projets, que ce soit sur des foires, des salons, des journées développement durable, remettre en place des visites de sites, parce que ça, c'est des choses qu'on faisait beaucoup. On en avait beaucoup de prévues cette année, qu'elles ont pour l'instant toutes été annulées, mais que c'est très parlant d'aller sur site et de pouvoir discuter avec un maître d'ouvrage, un architecte, un bureau d'études, éventuellement des artisans. Et ça fait plus de 20 ans qu'on le fait et on continuera de le faire quand les consignes auront évolué. Donc, on a une question sur les recours en cas d'installation non conforme chez un tiers, notamment la distance. Hem, Waouh! Du À coup, part, à part, à là-dessus, part les grenades. Il f bah, déjà il lui notifier officiellement effectivement, mais du coup, il faut faire constater en fait, que l'installation n'a pas été, faite, en conformité et là-dessus, il faut aussi, tout à fait, imaginer, et voir que peut-être que votre voisin, lui-même n'avait pas, ce niveau d'information et ne savait pas que l'installation n'a pas été, faite en conformité. Donc dans un premier temps, je dirais, avant d'appeler, la brigade, de discuter avec lui, de lui parler de l'échange que vous avez eu, avec nous, aujourd'hui et que, justement, il devrait peut-être vérifier, qu'effectivement, toute l'installation a bien été, faite dans les normes et dans les règles et à ce moment-là, c'est déjà, à votre voisin de de faire, le nécessaire auprès de l'installateur pour, entre guillemets, lui dire que et faire valoir en fait sa garantie, en lui disant que son installation n'est pas conforme
Après, si effectivement votre voisin, s'en fiche un petit peu, là, pour le coup, vous pouvez lui notifier, je pense, par, courrier recommandé avec accusé-réception, ces éléments-là, en lui expliquant que ça vous génère, des comment dire? De l'inconfort, que ce soit acoustique, visuel et cetera. Heu, voilà, c'est toujours un peu compliqué de de répondre à cette question parce que pour le coup, c'est plus de la gestion de conflit et là, on sort du cadre vraiment du conseil, info énergie. Moi, dans un premier temps, je serais plus en faveur du dialogue plutôt que de se tirer dessus à coups de courrier. Après effectivement, heu, voilà, si effectivement la personne ne veut rien entendre, là, il faut prendre d'autres mesures, c'est-à-dire contacter un tiers, donc la justice, généralement pour traiter le litige. Alors, je crois qu'on avait une petite dernière pour la route. Alors, est-il possible, dans le cas d'une rénovation, de faire d'abord la pompe à chaleur et ensuite l'isolation thermique par l'extérieur? Alors, bah, pardon, oups. Dans l'idéal, c'est mieux de faire l'isolation d'abord, de façon à ce qu'on puisse dimensionner correctement le besoin de chauffage de votre logement. Faire la pompe à chaleur dans un premier temps, la pompe à chaleur, elle va répondre en fait à un besoin de chauffage sans l'isolation extérieure. C'est-à-dire, elle va devoir être, plutôt, costaude, on va dire et si vous faites la pompe à chaleur dans un premier temps et qu'ensuite vous isolez, votre pompe à chaleur qui est dimensionnée pour vous fournir un certain, volume de chaud, du coup va être en sous-régime et qui dit un système en sous-régime, dit un système qui va, rencontrer des pannes, plus, régulièrement qu'un système bien dimensionné. C'est pour ça que les systèmes, on va vraiment s'atteler à les traiter et à les faire à la fin, d'un chantier ou à la fin d'un projet. On va d'abord traiter l'isolation, l'intégralité de l'étanchéité à l'air pour définir quel va être votre besoin de chauffage et ça permet de dimensionner correctement votre, système de chauffage derrière. Alors, la question des espaces, est-ce qu'il faut prévoir des espaces suffisants pour le passage entre la maison et le bloc extérieur? Alors oui, oui, effectivement, il faut avoir, il faut anticiper. Effectivement, c'est quelque chose qui s'anticipe, hein, d'avoir justement de se dire, bah, du coup, le ventilo-convecteur extérieur, l'unité extérieure de la pompe à chaleur sera à cet endroit-là, donc je dois avoir mes écarts de 1/2 m et surtout pas mettre de panneaux de contreventement juste devant le ventilateur. Faire attention au sens général du vent que vous avez au niveau de votre, maison. Mais effectivement, là, je vous parle de notions, dans l'idéal et c'est ce qui est noté dans les règles, du CSTB, donc sur, la bonne, exécution de ce type de travaux. Mais je suis tout à fait conscient qu'aujourd'hui, rares sont les installateurs qui se posent ce type de questions. Souvent, malheureusement, par, méconnaissance, hein, c'est pas qu'ils veulent pas bien faire ou qu'ils veulent, escroquer, les gens. C'est vraiment qu'ils ne connaissent pas, en fait, tout simplement, toutes les contraintes, liées à une bonne implantation de pompe à chaleur. Mais c'est comme, pour l'intégralité des autres postes de travaux, hein, que ce soit pour les menuiseries, l'isolation, voilà. Il y a des règles qui sont plus ou moins, respectées en fonction des artisans et de leur connaissance de leur métier. OK, bah, écoute, merci. Bon, on va passer aux dernières diapos et notamment à nos coordonnées. Oui, Donc, où nous trouver? Alors, pour l'instant, bon, on n'accueille pas encore les gens en présentiel, mais on a des rendez-vous en visio. Nos locaux, c'est dans la gare des Brotteaux, donc l'aile nord de la gare des Brotteaux, au premier étage, au-dessus de la brasserie L'Est. Sachant que l'ALEC, victime de son succès, et après avoir agrandi l'équipe malgré le Covid, on va être obligé de déménager prochainement. Donc, on va s'éloigner de quelques centaines de mètres, plutôt après Charpennes. Mais en tout cas, voilà, on a un numéro de téléphone qui est le guichet unique pour l'instant, que ce soit pour la métropole ou pour le reste du Rhône. Vous avez le mail, vous avez le site internet, Facebook. Voilà, donc il y a pas mal de possibilités de nous joindre. Et puis, je te laisse nous pardon. passer la dernière. Donc voilà, les conseillers restent disponibles même en période de restriction. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à continuer de les contacter. Je crois que Jérémy, vous bossez largement autant qu'avant le Covid, Même beaucoup plus. même beaucoup plus.
parce que les gens n'ont que ça à faire. Non, en tout cas, Non, pendant non, mais on est très sollicité. On se rend compte qu'effectivement, c'est une question qui commence à vous passionner tous et à vous intéresser. Et j'ai vu tous les merci, etc. Je vous remercie en tout cas de l'intérêt que vous avez porté également à ce qu'on fait. C'est important. Donc, voilà, continuons et comme ça. donc pour préciser, donc sur la première saison de ces conférences, quand les gens étaient confinés, on montait fréquemment à plus de 80 participants. On a décidé de faire un deuxième round. Bon, là, on voit que quand même pas mal de gens ont repris le travail, que ce soit en présentiel Puis il y a les terrasses ou en qui ont ouvert la semaine télétravail. dernière, hein. Il n'y a pas Voilà, match. en plus, les terrasses ont réouvert. Je te remercie quand même, Jérémy, d'avoir été avec nous malgré l'ouverture des terrasses. Je doute par contre que tu sois à Auckland, même si je vois le pont San Francisco, parce que ça fait 1 heure que le soleil couchant ne se couche pas. Je trouve que la connexion est un peu trop bonne. En tout cas, la prochaine édition, elle aura lieu mardi prochain. Elle marquera le grand retour de notre collègue Marine après un congé maternité. On vous parlera cette fois-ci d'un sujet passionnant qui est le confort d'été. Donc voilà, après ces 8 mois d'automne, on va peut-être se retrouver à un moment avec de la canicule directement. On enchaînera peut-être directement sur la canicule. Donc on aura des conseils à vous donner aussi bien sur les axes, on va dire, un peu gros travaux bioclimatiques que sur les axes éco-gestes. Et donc voici une partie de l'équipe qui vous conseille. Il y en a beaucoup d'autres qui ont rejoint l'équipe depuis et on est vraiment à votre service. Vous aurez d'ici quelques jours le lien avec le replay de la présentation de ce soir et avec une petite évaluation en ligne qu'on vous remerciera de remplir. Ça prend 2-3 minutes. Et si vous pouvez nous remettre là-dedans ce que vous nous avez dit sur le chat, ça nous permettra de garder une trace. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Jérémy. On vous souhaite une très bonne soirée et on vous dit à bientôt. Au revoir.